Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, votre rendez-vous quotidien de l'actualité internationale sur CCTV français. Tout de suite, on commence par les principaux titres de cette édition. La crise s'aggrave entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Plusieurs pays arabes rompent à la suite de Riyad leurs relations diplomatiques avec Téhéran. De son côté, la Russie se dit prête à jouer la médiatrice entre les deux rivaux régionaux, tandis que la communauté internationale appelle au calme. En Turquie, le statut à donner aux réfugiés syriens fait débat alors qu'Ankara s'est engagé à limiter le flux de migrants vers l'Union européenne. Les cotations de la bourse chinoise sont suspendues le premier jour du lancement du système de disjoncteurs destiné à stabiliser le marché boursier. La Chine lance dans la zone franche de Shanghai son premier fonds d'investissement dans les assurances. Les alliés de l'Arabie saoudite ont rejoint une action diplomatique contre l'Iran en pleine escalade des tensions après l'exécution par Riyad d'un important chef religieux chiite. Le Soudan et Bahreïn disent avoir rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Ils procèdent actuellement à l'expulsion des diplomates iraniens et rappellent leurs envoyés à Téhéran. Le Soudan dit que sa décision a été prise suite à l'attaque brutale qui a eu lieu contre l'ambassade saoudienne à Téhéran. Le Bahreïn dit que l'Iran intervient constamment dans ses affaires intérieures et aussi dans celles du Conseil de coopération du Golfe. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont rappelé leur ambassadeur à Téhéran, rétrogradant leur représentation diplomatique en Iran à un niveau dit chargé d'affaires. La décision des trois pays intervient un jour après la fin des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. À la lumière de ces faits, le Royaume cesse ses relations diplomatiques avec l'Iran et demande à tous les membres de ses missions diplomatiques de quitter l'ambassade, les consulats et les bureaux affiliés dans les 48 heures. Dimanche, les diplomates saoudiens ont évacué l'Iran quand leur ambassade a été envahie par des manifestants furieux après l'exécution par Riyad d'un chef religieux chiite. Le cheikh Nimer al-Nimer et 46 autres personnes ont été exécutées pour crimes liés à des activités terroristes. L'Iran accuse l'Arabie saoudite d'envenimer les tensions dans la région. Les deux pays sont les deux grandes puissances, l'une sunnite, l'autre chiite, de la région. Une source au sein du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou était prêt à servir d'intermédiaire dans la crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cette source a dévoilé la position russe, mais sans donner de précision sur le rôle potentiel de Moscou. Une autre source des services diplomatiques russes affirme que Moscou est prêt à accueillir les ministres iraniens et saoudiens des Affaires étrangères pour des pourparlers. Elle ajoute que si les deux pays montrent qu'ils sont prêts et disposés à se rencontrer, l'initiative russe est sur la table. Par ailleurs, la France a appelé l'Arabie saoudite et l'Iran à apaiser les tensions. Le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, a déclaré que tous les pays devaient être vigilants sur ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Allemagne a fait écho aux propos de la France en demandant aux deux pays de faire usage de tous les outils à leur disposition pour améliorer leurs relations bilatérales. Pendant ce temps, l'Égypte rappelle son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le pays d'Afrique du Nord a par ailleurs réaffirmé son soutien et ses liens étroits avec l'Arabie saoudite. Ils prennent actuellement les bonnes décisions pour combattre les terroristes présents sur leur territoire. Leurs actions sont menées en lien direct avec leurs droits souverains. Il n'est du ressort d'aucun État tiers d'intervenir ni d'interférer dans leurs affaires intérieures, telles que nous l'avons vu récemment. Il est enfin trop tôt pour parler d'une médiation, mais l'Égypte reste clairement sur sa position. Elle entend conserver son amitié et ses liens étroits avec l'Arabie saoudite.
Une nouvelle année vient de s'ouvrir et amène avec elle son lot de nouvelles règles pour les réfugiés syriens en Turquie. Les déplacements de ces personnes sont devenus plus stricts alors que la Turquie s'aligne sur l'accord obtenu avec l'Union européenne afin de limiter le flux de réfugiés et de migrants. Et donner aux Syriens le droit de travailler en Turquie est encore soumis à un lourd débat. C'est un jeune garçon de 14 ans, mais Sami Hussein fait preuve de courage et fait tout ce qu'il peut pour aider les 5 membres de sa famille. Et comme la plupart des Syriens, Sami n'a aucun droit légal de travailler en Turquie, principalement en raison de son âge, mais cela ne semble pas réfréner les commerçants turcs, comme Fakirullah Sanli, qui en a embauché 4 l'année dernière. Ils travaillent de façon plus résolue que d'autres personnes qui pourraient travailler ici. Ils travaillent de façon très propre car ils ont besoin de cet emploi. Fakirullah apparaît imperturbable face à l'amende de 2 900 $ qu'il encourt pour chaque employé illégal s'il est pris. Une enquête ne causerait aucun problème. Et absolument, ils continueront à travailler ici. Selon les derniers chiffres, sur les 2,2 millions de réfugiés syriens en Turquie, environ 400 000 travailleraient sans être enregistrés, et la plupart pour moins que le salaire minimum national. Et dans un pays avec déjà 10% de chômage, cela suscite la colère des Turcs qui estiment que les Syriens leur prennent leurs emplois. Ils ont entraîné une tendance à la baisse des salaires, ils ont réduit le nombre d'offres d'emploi et le taux de criminalité a augmenté. Cela affecte négativement notre pays. Il y avait déjà le problème du chômage dans le pays et la question des réfugiés rend cela chronique avec plus de 2 millions de réfugiés. Donc des centaines de milliers de réfugiés risquent leur vie pour tenter d'atteindre l'Union européenne. En novembre, la Turquie et l'Union européenne sont parvenus à un accord qui verrait la Turquie réduire le flux de réfugiés, avec en échange une somme de 3,2 milliards d'euros, des droits sur les visas de séjour, ainsi qu'une reprise des discussions sur l'adhésion. Les Syriens ont besoin d'un permis de travail pour travailler de façon légale et se sentir en sécurité à l'avenir. Le réfugié syrien Samir Kadri gère la librairie Pages, la première librairie arabe d'Istanbul. Le lieu est d'ailleurs devenu le cœur de la culture et des arts arabes. Mais Samir fait partie des chanceux. Il a eu son passeport et de l'argent. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des réfugiés. Il déclare qu'investir en Turquie est une chose, y travailler en est une autre. Pour moi, le permis de travail, c'est une garantie de sécurité. Il s'agit d'un grand défi pour moi. Si le gouvernement change des règles, alors beaucoup de gens se détourneront de l'Europe. J'en suis sûr. Et le salaire minimum devrait croître en 2016 pour atteindre les 500 $ par mois. Et si chaque employé légal se voyait dans l'obligation de bénéficier d'une assurance, un coût supplémentaire pour les employeurs, ces derniers seraient certainement satisfaits du statut actuel des choses et du débat en cours. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a donné sa conférence de presse annuelle dans sa résidence officielle de Tokyo. Il a déclaré que le Japon connaissait une reprise économique depuis que son gouvernement est entré en fonction il y a 3 ans. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a accueilli les journalistes en revenant sur ses politiques économiques. Ces 3 dernières années, nous avons été capables de créer 1,1 million d'emplois. Et nous avons vu la plus forte hausse des salaires depuis 17 ans. Et l'économie est sur le chemin de la reprise. Nous sommes encore à mi-chemin, mais j'aimerais dire que nous avons été en mesure de créer une situation où nous n'avons plus de déflation. Shinzo Abe se montre donc très optimiste, voire trop peut-être. L'inflation japonaise est en effet proche du 0%. Sur le plan de la politique étrangère, le Japon se prépare à un sommet trilatéral avec la Chine et la République de Corée. Nous avons eu l'an dernier un sommet en République de Corée et les 3 pays entretiennent de très bonnes relations. Et nous espérons cette année avoir un sommet fructueux qui conduise à de réels progrès. Shinzo Abe a déclaré lundi ne pas prévoir d'appeler à des élections anticipées en prévision des élections de la Chambre haute cet été. Il explique que conserver une majorité est sa priorité. Au sujet des élections de la Chambre haute, j'espère que tous les candidats seront réélus. Je pense que c'est naturel et je crois que c'est la responsabilité du président du PLD. En raison de la stabilité politique, nous espérons obtenir les 2/3 des sièges. Le Premier ministre s'est également engagé à élever le taux de fécondité de 1,4 à 1,8 enfants par femme d'ici 2025, afin d'atténuer le processus de vieillissement de la population japonaise.
Vous êtes sur CCTV français, on continue ce journal avec l'économie chinoise et aujourd'hui marque la journée d'inauguration du système de disjoncteurs qui décide qu'une chute de 5% de l'indice CSI 300 va déclencher une suspension temporaire de 15 minutes des échanges tandis qu'une chute de 7% entraînera la suspension des échanges pour le reste de la journée. Et lors de la journée d'échange de lundi hier, l'indice a perdu 7% une heure après la reprise de l'après-midi, ce qui a engendré la suspension du marché pour le reste de la journée. Le mécanisme du disjoncteur vise à garantir que les gains et les pertes ne seront pas trop hors de contrôle. Le mécanisme de disjoncteur est lié à l'indice CSI 300 qui suit certaines des plus importantes cotations des bourses de Shanghai et de Shenzhen. Si l'indice tombe ou augmente de 5% durant la journée de cotation, alors les échanges seront suspendus durant 15 minutes. Et si cela fluctue de 7% dans l'une ou l'autre direction, tous les échanges seront suspendus pour le reste de la journée. Et alors que le mécanisme de protection est évident, tous les investisseurs ne sont pas ravis de cette idée. Si les marchés tombent de 10%, soit la limite journalière, et je peux avoir envie de vendre pour éviter de futures pertes. Mais le mécanisme de disjoncteur pourrait m'empêcher d'agir ainsi jusqu'à la prochaine journée d'échange. Si les marchés continuent de chuter le jour suivant, alors le résultat sera pour moi davantage de pertes. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une protection efficace pour les investisseurs. Et des investisseurs plus prudents saluent cette idée, cependant. Le mécanisme de disjoncteur va protéger les investisseurs de détail et ainsi nous donner davantage de temps pour se prémunir face aux risques potentiels. 19 jours depuis le 15 juin auraient pu déclencher le circuit de disjoncteur durant l'année 2015 si le mécanisme avait été mis en place. Yu Mingming d'Industrial Securities déclare que ces mécanismes fourniront certainement du temps afin de permettre aux investisseurs de réévaluer leur situation, mais que cela ne changera aucune règle du marché. Il y a une chance plus élevée que ce mécanisme s'enclenche quand les marchés sont à la baisse plutôt qu'à la hausse. Sur les marchés, ces mécanismes permettent d'assouplir les hauts et les bas, mais ne modifient pas l'offre et la demande qui sont basées sur des règles et des flux de capitaux. Le nouveau mécanisme ne changera donc rien aux tendances du marché. Certains analystes posent également la question de l'efficacité de ces mécanismes de disjoncteur, tandis que la limite quotidienne du prix des transactions de 10% sur les actions A est toujours en place. Et une fois que ces mécanismes seront en place, certains disent que les limites de mouvement des prix pourraient être enlevées si cela permet de promouvoir la liquidité sur le marché. Les régulateurs du marché déclarent qu'ils envisageront des changements futurs basés sur les réponses du marché quant au nouveau système. La Chine a officiellement lancé son premier fonds d'investissement dans l'assurance au sein de la zone franche de Shanghai. Les fonds proviendront de compagnies d'assurance et seront utilisés pour soutenir les infrastructures et les transports. Tout de suite, plus de détails. De l'argent frais arrivera dans les investissements qui concernent l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine va contribuer à l'approvisionnement du fonds avec l'objectif d'un usage à long terme et d'un capital stable qui permettra d'appuyer le développement des services publics du pays. Et la première contribution à cet investissement est de 40 milliards de dollars et a déjà été engrangée. Nous avons réalisé un investissement de 40 milliards de yuans avec le groupe du commerce de Chine sur des projets liés à l'initiative de la ceinture et la route. Nous allons également contribuer à la construction d'infrastructures et à la rénovation des villes en état de délabrement, et cela suite à l'approbation du Conseil des affaires d'État. L'investissement sera utilisé sur le marché étranger pour soutenir l'acquisition de terrains par le groupe pour la construction de ports en Asie, en Europe et en Afrique. Le capital permettra également de renforcer le capital de projets de gaz naturel liquéfié pour aider avec les demandes en énergie de Chine et dans les pays situés le long de l'initiative de la ceinture et de la route. La compagnie d'investissement de l'assurance de Chine a été mise en place l'année dernière pour gérer les fonds. L'argent sera levé depuis le secteur de l'assurance et devrait au final atteindre quelques 300 milliards de yuan au total. Nous réaliserons des progrès de façon régulière quant à la construction d'une plateforme nationale d'investissement. Nous nous reposerons sur les avantages du financement à long terme du secteur de l'assurance afin de mieux servir la stratégie du pays ainsi que le développement de l'économie réelle. Le secteur de l'assurance en Chine a renforcé sa position au cours de l'année écoulée. Ce premier revenu a connu une vive poussée de 20% au cours des 8 premiers mois de l'année et les actifs nets ont connu une progression de près de 9%. Les régulateurs ont déclaré que les compagnies d'assurance avaient besoin de maintenir une croissance saine et de s'adapter à la nouvelle situation alors que l'économie du pays opère des changements.
Et les Zhuang sont l'une des plus importantes minorités ethniques de la Chine et leur culture est encore bien vivante. Plusieurs jeunes travaillent d'ailleurs à faire la promotion du chant folklorique que cette ethnie affectionne particulièrement. Ma collègue Shuli est allée sur place à leur rencontre. Je me trouve dans le comté de Tianyang, dans la province du Guangxi, où réside la minorité ethnique Zhuang. Le chant folklorique est l'un des aspects les plus intéressants de leur culture. Et avec ces paysages magnifiques, on peut facilement comprendre d'où vient leur inspiration. Ce n'est pas par hasard que la région peuplée par les membres de l'ethnie Zhuang est surnommée mer de chansons, même si on retrouve ici surtout des montagnes. À chaque année en avril, des milliers de personnes convergent vers le comté de Tianyang pour participer au plus grand rassemblement de la communauté Zhuang dans la région. Il peut faire très chaud dans le Guangxi, même en avril. Les Zhuang cherchent toujours un peu d'ombre pour se rafraîchir. Certains se reposent, mais pour d'autres, notamment pour les chanteurs, c'est un moment de préparation. C'est aussi sous les arbres que les chansons vont prendre leurs racines dans le répertoire traditionnel. Les gens ne font pas que chanter sous les arbres. Ils se livrent parfois à des compétitions de chant. On y va. C'est ici que les choses deviennent plus sérieuses. Les chanteurs vont maintenant se mesurer les uns aux autres. Tour à tour, parfois en groupe, en duo, en trio ou même en solo, les chanteurs vêtus de leurs costumes traditionnels vont tenter de convaincre les juges qui évaluent plusieurs aspects de leurs prestations. Lors de ce festival, on a pu voir plusieurs chanteurs, mais aussi plusieurs styles, ce qui prouve que cette forme d'art est encore bien vivante. Lors de notre passage à ce festival, nous avons rencontré Wei Qingxing, une jeune femme issue de la communauté Zhuang. Elle vient au festival tous les ans pour enrichir son répertoire de chansons traditionnelles et trouver de nouvelles sources d'inspiration. Les oreilles remplies de tout ce qu'elle a pu entendre lors du festival, Qingxi revient à la maison pour travailler avec des collègues sur de nouvelles chansons. Avant, ils utilisaient papier et crayon, mais aussi des cassettes audio pour se rappeler des chansons. Maintenant, ce sont les téléphones et les ordinateurs portables qui font le travail. C'est une triste réalité, mais Qingxi a remarqué qu'il y a de moins en moins de jeunes de sa communauté qui connaissent les chants folkloriques Zhuang. Elle a donc ressenti le besoin d'en faire plus pour conserver et faire la promotion de son héritage culturel. 我作为一个壮族人，我觉得我有这个义务去传承我们这个壮民族的这个山歌。我就是每周五都会，如果有时间的话，都会去乡下的学校教一些孩子唱山歌。 J'ai été très impressionnée par la communauté Zhuang et particulièrement par leurs chants folkloriques. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce groupe de jeunes qui travaillent pour la promotion de leur culture. Grâce à leurs efforts, je suis convaincue que leur culture va continuer et évoluer.
Et on termine en Afrique du Sud. Le fort de Bonne-Espérance, construit par des esclaves, est longtemps resté un symbole d'oppression et de torture. Alors qu'il fête ses 350 ans, le gouvernement sud-africain met tout en œuvre pour que le château représente la guérison et l'unité du pays. Le château de Bonne-Espérance est le plus vieil édifice d'Afrique du Sud. Sa première pierre fut posée en 1666 et la ville du Cap se développa rapidement autour. C'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui a construit ce fort. En 1666, ils ont commencé à construire le fort pour en faire une escale sur la route des épices, où les navires en provenance de l'ouest et se dirigeant vers l'est se ravitailleraient en eau et en viande fraîche. En ce sens, le château représente un lieu d'échange. Finalement, il s'est transformé en poste colonial lorsque les Britanniques ont débuté une vaste campagne impérialiste en Afrique. Pendant l'apartheid, l'armée a été logée ici durant près de 60 ans. Le château a été construit par des esclaves venant principalement d'Angola, du Mozambique, d'Extrême-Orient et des populations autochtones. C'était un lieu de bagne et de brutalité. Les prisonniers y étaient détenus et torturés dans cette pièce qui est connue sous le nom de chambre de torture. Malgré son passé sombre durant la période coloniale et sous l'apartheid, le gouvernement est déterminé à faire du château de Bonne-Espérance un centre de mémoire, d'espoir et d'intégration. La commémoration du 350e anniversaire du fort a débuté par un discours du vice-ministre sud-africain de la Défense. Il a déclaré que l'édifice devait servir de témoin aux progrès réalisés par le pays, de l'oppression vers la liberté. Nous souhaitons passer d'un lieu de souffrance, de douleur et d'exclusion à un endroit qui symbolise la guérison, l'unité et la construction de notre nation. Bonjour, bonjour, excellente année à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.